Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur les mutations de hamsters syriens. On avait déjà abordé toutes les couleurs la dernière fois, je vous remets le lien ici en haut. Cette fois-ci, on va voir la fin, donc c'est-à-dire les marquages et les types de poils. Alors comme la fois dernière, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vitesse sur certaines variétés parce qu'elles ne sont pas très présentes ni chez nous ni au Canada, parce que je sais que vous êtes pas mal à nous écouter au Canada. Du coup, ces variétés-là, je vais un peu les laisser de côté, je vais vous les mentionner, mais ça va s'arrêter là. Et on va développer plutôt les variétés qu'on trouve par chez nous. Alors, on est parti avec les marquages. Alors le marquage, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle vite fait. Le marquage, en fait, ça fait que l'animal est blanc et vous avez des taches de la couleur d'origine qui réapparaît en fait dans ce blanc. Ça vous fait un animal qui est blanc et une couleur. Alors j'ai regroupé dans les marquages des gènes qui ne sont théoriquement pas du marquage, mais c'était vraiment pour vous couper un peu la vidéo et pour pas tout faire de l'autre côté. Alors encore une petite remarque aussi, c'est qu'il y a souvent une grosse différence entre le marquage standard, donc le marquage idéal qu'on voudrait avoir, et les marquages qu'on trouve un petit peu partout, que ce soit chez les éleveurs ou en animalerie, parce qu'obtenir un marquage idéal, c'est pas aussi simple qu'obtenir une couleur idéale, même si déjà c'est pas évident. Et du coup, vous avez des marquages qui parfois ne ressemblent pas à ce à quoi ils devraient ressembler, donc je vais vous expliquer un petit peu le marquage principal et ce que vous pourriez trouver et que ça reste ce marquage là. Donc le marquage le plus courant qu'on peut trouver chez nous, c'est le marquage bande blanche. Donc vous avez une bande blanche qui fait le tour de l'abdomen de l'animal et vous avez normalement dans le standard, la bande doit être tout à fait régulière et vous avez une bande de couleur qui suit la colonne vertébrale. Le ventre devient entièrement blanc, donc à la place de la couleur agoutie que vous avez sur le ventre, il devient entièrement blanc, mais il colore aussi le ventre chez les couleurs unies, comme chez le noir, chez le chocolat, etc. Le marquage bande blanche, c'est un des plus irréguliers aussi qu'on trouve, donc ça veut dire que vous allez avoir des bandes qui vont pas être complètes, vous allez avoir des bandes qui vont faire des taches, vous allez avoir des bandes blanches qui vont presque ressembler au marquage dalmatien dont je vais vous parler après. Alors comment est-ce qu'on différencie le bande blanche? Simplement, tout l'avant de l'animal jusqu'aux épaules doit être de la couleur d'origine. Vous n'avez pas de taches blanches, à part ici en dessous où c'est blanc évidemment dû au marquage bande blanche, mais au niveau de la tête, au niveau des épaules, vous n'avez pas de taches blanches dans le marquage bande blanche. C'est très différent du dalmatien dont on va parler, je vais vous expliquer ça juste après. C'est toujours la deuxième partie du corps qui va être colorée, alors vous avez des bandes blanches où vous avez énormément de blanc, vous en avez où vous en avez très peu, vous avez des bandes blanches où vous avez juste le ventre blanc et la couleur qui remonte un petit peu sur le côté, mais absolument pas de l'autre côté par exemple, ça arrive très souvent aussi. Donc voilà, vous avez une multitude de possibilités au niveau du bande blanche, mais encore une fois, si vous voulez un bande blanche standard, c'est vraiment le marquage bien délimité, la bande complète autour de l'abdomen, sauf au niveau de la colonne vertébrale. Le deuxième marquage le plus courant qu'on a chez nous, c'est ce qu'on appelle le dalmatien, en fait c'est du dominant spot, donc du tacheté dominant. Alors en théorie, c'est un animal qui devrait avoir 50% de blanc, 50% de couleur, donc avec des taches. Le ventre est toujours entièrement blanc, donc il n'y a pas de taches sur le ventre, généralement. Ça peut arriver, mais généralement, il n'y a pas de taches sur le ventre. D'ailleurs, c'est une petite remarque aussi, mais pour le bande blanche, ça arrive de temps en temps qu'il y ait une tache de couleur qui apparaisse sur le ventre. C'est vraiment rare, moi j'en ai eu très peu, mais c'est un défaut qui arrive de temps en temps. Bref, donc pour avoir un dalmatien, c'est pas la couleur du dalmatien, c'est pour ça que j'évite d'utiliser dalmatien. À la base, c'est ce qu'on utilisait beaucoup avant qu'on découvre le gène polywhite. Globalement, le hamster dalmatien, donc le dominant spot, c'est vraiment un hamster qui va être tacheté moitié-moitié blanc et couleur, et souvent c'est des taches qui sont assez larges, assez grandes en fait. C'est vraiment du tacheté. C'est vraiment des grosses taches de couleur sur fond blanc, le ventre est blanc, et alors, chose très importante pour le distinguer d'un bande blanche qui serait fort tacheté par exemple, vous avez toujours du blanc au niveau du front chez un dalmatien. Donc vous avez toujours une étoile blanche ici, parfois elle est toute petite, parfois c'est 3-4 poils, parfois c'est vraiment une grosse tache, mais il y a toujours une tache, ce qu'on appelle du head spot, donc toujours une tache blanche sur le front de l'animal. À l'inverse du bande blanche, ce qu'il arrive très souvent avec le dalmatien, c'est qu'il soit très coloré et qu'il n'ait pas beaucoup de blanc. Quand vous avez ce gène en animalerie, très souvent, vous avez simplement un hamster qui a le ventre blanc, qui a une tache blanche au niveau de la tête, et parfois un petit peu de blanc dans le poil. Et globalement, vous avez plutôt un hamster qui ressemble à une couleur avec le ventre blanc. Donc ça reste du dalmatien qui n'a pas la bonne configuration, je veux dire, au niveau du marquage, mais ça reste le gène dalmatien de toute façon. Alors par contre, ce gène est à ne pas confondre avec le gène ventre blanc dont je vais vous parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors ces marquages, ils sont souvent dominants, ça je vous en parlerai dans la vidéo génétique, et ils peuvent se combiner entre eux.
Alors, si vous prenez un marquage dalmatien plus un marquage bande blanche, qu'est-ce que vous obtenez? Donc vous avez le dalmatien qui déjà va vous faire pas mal de taches blanches, le ventre blanc, la tache sur la tête, et ensuite vous avez le bande blanche qui va venir blanchir théoriquement toute une partie du milieu de l'animal, vraiment au niveau des flancs. Et donc ça vous donne un hamster qui va avoir l'air blanc, avec quelques taches de couleur sur la tête et quelques taches de couleur sur l'arrière-train. Ça c'est simplement un dalmatien bande blanche par chez nous. Alors il existe un gène qui est récessif, celui-là, qui va exactement donner ce rendu-là au niveau du marquage, mais c'est un seul gène, et c'est le récessif d'Appelt. Alors je fais que passer dessus très vite parce que c'est un gène qui n'est pas présent en Europe, ou quasiment pas. Par contre au Canada, vous devriez en trouver un peu plus facilement. Je sais qu'aux États-Unis on en élève encore. Du coup je ne sais pas où ça en est au niveau du Canada, mais c'est possible que ce soit aussi le gène récessif d'Appelt. Alors la grosse différence qu'on a entre les deux, donc on a le dalmatien bande blanche d'un côté ou le récessif d'Appelt de l'autre. Le récessif d'Appelt, il est symétrique. Donc systématiquement, une tache vous l'avez d'un côté, vous l'avez de l'autre. Alors que le dalmatien ne fait pas cet aspect symétrique, pas du tout, et que du coup, quand vous avez un dalmatien de bande blanche, c'est possible qu'il soit symétrique, mais c'est vraiment très rare. En général, vous avez les taches qui ne correspondent pas un côté et l'autre. Donc voilà, si vraiment le marquage est parfaitement symétrique, il y a des grosses possibilités que ce soit du récessif d'Appelt, seulement si vous êtes de l'autre côté de l'océan, parce que nous, on n'a pas du tout ce gène-là chez nous. Alors on va parler du gène Rouen et du gène ventre blanc. C'est un seul et même gène. C'est un gène qui est compliqué, qui est dangereux. Donc je vais un petit peu en toucher un mot ici, notamment pour ceux qui veulent se lancer dans l'art pro, parce que je vois beaucoup de questions qui passent, comment on fait reproduire nos hamsters? Alors vous ne faites pas reproduire vos hamsters tant que vous ne savez pas à fond tout ce qui concerne les hamsters. À partir du moment où vous le saurez, vous n'aurez plus à me poser la question, donc ça c'est quelque chose qu'on n'abordera pas chez nous. Mais je voulais aborder ce gène-là exprès pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Donc vous avez un gène qui s'appelle le gène Rouen, ou le gène white-bellied, c'est exactement la même chose. Physiquement, vous avez deux types de marquages selon la base du hamster. Donc si vous avez un hamster de base crème, donc toutes les couleurs avec le gène crème, vous avez un hamster qui est Rouen. Alors Rouen c'est quoi? C'est un peu similaire au gène husky chez le rat pour ceux qui connaissent. Donc c'est un animal qui va naître relativement foncé et qui va commencer à s'éclaircir progressivement. En général ça laisse la tête foncée, l'arrière-train foncé moucheté, et alors tout le milieu du hamster est éclairci. Ça se rapproche aussi un petit peu du platinium chez les Campbell pour ceux qui ont suivi l'autre vidéo. Donc vous avez une couleur qui se délave à l'exception de la tête. Ça c'est le Rouen, donc le Rouen n'est visible que sur les bases crème. À partir du moment où vous avez ce gène sur une couleur qui n'est pas de base crème, ça vous colore le ventre en blanc. Ça veut dire que vous pouvez avoir un noir ventre blanc, d'œuf ventre blanc, vous pouvez avoir un agouti au ventre blanc, etc., etc. Alors ça, en soi, ça ne pose pas de souci. Qu'est-ce qui pose problème avec ce gène? C'est que c'est un gène dominant. À partir du moment, on verra ça dans la partie génétique, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour vous expliquer. Si vous croisez deux hamsters avec ce gène-là, les bébés qui vont récupérer chacun un gène comme ça des parents, ils vont naître tout blancs. Ils vont naître généralement sans yeux, souvent sans dents. Ça veut dire que le hamster ne sait pas s'alimenter seul. Généralement ça provoque des grosses malformations internes évidemment, puisque vous avez des malformations externes, c'est vraiment le dessus de l'iceberg qu'on voit, il y a beaucoup de choses derrière qui se passent. Donc c'est un animal qui, même quand il a ses yeux, même quand parfois il a des dents, parce que ça arrive qu'il naisse quand même, l'espérance de vie dépasse rarement les 6 mois, généralement c'est 3-4 mois, vous avez des grosses malformations qui sont faites. Du coup c'est vraiment un gène qu'on va devoir surveiller, parce qu'il faut absolument pas les mettre ensemble. Alors quel est le problème avec ce gène? Pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes? Parce que vous me dites, il suffit de vérifier que le hamster ne l'a pas. Oui, sauf que tous les hamsters qui ont un marquage, par exemple le bande blanche, par exemple le dalmatien, qui sont des marquages ultra courants, le ventre est blanc à cause du marquage. Il est impossible de savoir si le hamster a le gène ventre blanc ou pas, tant que vous ne l'avez pas reproduit, ou que vous n'avez pas le pédigré très long, évidemment. C'est pour ça qu'on fait des pédigrés aussi, pour savoir ce genre de choses. Vous achetez un hamster en animalerie, il a le ventre blanc, vous vous dites bah, c'est normal, il est bande blanche. Et vous le croisez avec un autre, qui est bande blanche, ou qui est dalmatien, ou qui est Rouen. Et vous vous retrouvez avec des bébés blancs qui vont mourir parce que vous n'avez pas été capable de savoir qu'il y avait ce gène derrière. Donc voilà, encore une fois, la reproduction c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, on se renseigne et on sait ce qu'on fait avant toute chose. Encore une fois, vous pouvez avoir l'impression que le hamster est ventre blanc et en fait le hamster est juste dalmatien, ça arrive aussi, mais globalement le hamster qui est ventre blanc n'a pas de tache au niveau de la tête.
Ensuite, on va passer à deux gènes qui ne sont pas tout à fait des marquages, mais que j'ai voulu classer ici par facilité. On a l'écaille de tortue. Je vous l'ai mentionné dans les couleurs, donc c'est en fait l'animal a une couleur de base, peu importe laquelle, et il a des taches yellow, donc jaune, rousse, dans le pelage. C'est uniquement valable pour des femelles, vous n'avez pas de mâle écaille de tortue. Ça peut se mettre sur n'importe quelle base, sachant qu'il y a des bases sur lesquelles ça se voit assez peu. Par exemple, si vous avez un orange écaille de tortue, selon l'intensité et la grandeur des taches, vous n'allez parfois pas le voir du tout. Personnellement, j'ai une rouille écaille de tortue, il faut chercher pour trouver les taches. Normalement, vous êtes censé avoir une bonne répartition des couleurs, donc quasiment 50-50. Vous êtes censé avoir des belles taches bien délimitées. Dans la vraie vie, c'est jamais ça, évidemment. Vous avez des taches plus ou moins grandes yellow, vous avez parfois énormément de la couleur de base, parfois énormément de yellow et très peu de la couleur de base. Bref, c'est vraiment un marquage aléatoire, comme tous les marquages en fait. Les plus courants que vous trouvez généralement ce sont du noir écaille de tortue ou de l'agouti écaille de tortue, c'est vraiment les couleurs les plus courantes. Il y a des couleurs sur lesquelles ça se voit très peu, encore une fois, le gris a tendance à tellement délaver la couleur que les taches écailles de tortue se voient assez peu. Sur le crème, ça ne se voit pas ou quasiment pas. Orange et rouille, c'est vraiment, il faut vraiment chercher et savoir que l'animal est écaille de tortue. De la même façon que pour le dalmatien, vous avez des hamsters qui n'ont parfois qu'une seule tache écaille de tortue. C'est parfois super compliqué à voir, même sur des bases noires ou chocolat. Moi, j'ai eu des hamsters écailles de tortue où j'ai cherché les taches. Je l'ai su à l'art pro qu'ils étaient écailles de tortue, mais j'ai cherché les taches, je ne les ai pas trouvées. Si vous avez un marquage en plus, c'est d'autant plus compliqué parce que parfois les taches sont cachées sous le marquage blanc. Donc le marquage blanc va de toute façon blanchir le poil quoi qu'il arrive. Imaginons que le hamster a deux taches yellow, elles sont parfois cachées sous la bande blanche et hop, votre hamster n'a plus de taches écaille de tortue alors qu'il est génétiquement écaille de tortue. Quand on couple ce gène au marquage bande blanche, on obtient du tricolore qu'on retrouve un petit peu partout, donc surtout le noir tricolore, l'agouti tricolore, c'est ce qu'on retrouve le plus. Le tricolore, c'est simplement un hamster qui est une couleur de base plus les taches écaille de tortue plus le gène bande blanche au niveau du dos. Vous pouvez coupler ce gène avec du dalmatien. Moi j'ai pas mal élevé l'écaille de tortue dalmatien. Le problème c'est que vous avez beaucoup de blanc, plus de blanc encore qu'avec le gène bande blanche, et donc vous avez les taches yellow qui ont tendance vraiment à ne plus beaucoup se voir. Dernier gène que je voulais mentionner dans les marquages, même si c'est pas techniquement un marquage, c'est l'extreme dilute. Alors l'extreme dilute en Europe on en a très peu. Il y en a encore outre-Atlantique, il y a quelques éleveurs qui en font encore. Donc l'extreme dilute, simplement, normalement c'est un gène couleur, donc j'aurais dû vous présenter ça de l'autre côté. C'est un gène qui se greffe sur le gène blanc aux oreilles foncées, et c'est un gène qui va en fait délaver la couleur de base de l'animal. Donc un agouti extreme dilute va ressembler à du gris perle hétérozygote. Le noir extreme dilute va ressembler à une espèce de... ça va être entre le gris et le chocolat. On sent que c'est pas du chocolat, c'est pas aussi chaud que la couleur du chocolat. Le chocolat extreme dilute, ça va vous faire un chocolat très clair. Encore une fois, c'est vraiment un gène que nous on ne trouve quasiment pas, que vous ne trouverez pas en animalerie. Donc je ne m'éternise pas dessus, si vous voulez plus d'infos, vous allez voir sur la Hamsteropédia. Alors, dernier marquage que je voudrais mentionner ici, c'est un marquage qui est apparu, j'allais dire qui est apparu plus récemment. Non, il est apparu il y a longtemps, mais il n'a pas été travaillé du tout parce qu'on n'avait pas conscience que c'était un gène différent du gène dalmatien. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le gène polywhite. Alors, ce gène, c'est un petit peu plus compliqué, il a trois façons de s'exprimer. Si vous le mettez en association avec le gène dalmatien, donc il faut absolument le gène dalmatien plus le gène polywhite, vous avez un hamster qui est dalmatien, comme je vous disais tout à l'heure, comme les chiens dalmatiens. Donc vous avez vraiment le hamster qui est blanc, avec vraiment des petites taches bien délimitées de la couleur de base. Alors si le hamster est de base crème ou de base yellow, vous avez un animal qui va ressembler à du rouan. Donc on est vraiment physiquement très proche du rouan. C'est vraiment le hamster qui se délave, etc. La grosse différence que j'ai vue, c'est que le polywhite va naître quasiment de cette couleur-là au lieu de se délaver comme le rouan. Le rouan, c'est vraiment à la naissance, vous ne pouvez pas définir qui est rouan, qui ne l'est pas, alors qu'avec ce qu'on appelle le white sprinkled, donc ça c'est le physique du gène polywhite mais sur les bases crème et le base yellow. Donc le white sprinkled, vous avez l'animal qui naît déjà avec ce marquage et ce marquage ne va pas bouger de toute sa vie, donc il ne va pas éclaircir du tout. Donc ça c'est uniquement yellow, base crème. Et enfin, si on met ce gène sur une autre base, donc pas de gène dalmatien, pas de gène crème et pas de yellow, vous avez un hamster qui a la couleur d'origine et qui a souvent des grosses taches blanches sur le ventre.
C'est une des seules méthodes pour le remarquer. Après, une grande tache blanche sur le ventre ne veut pas dire que le hamster est polywhite. Pas du tout. Vous avez des hamsters qui ont une tache blanche par défaut, en fait, simplement de couleur sur le ventre. Ça veut pas dire qu'ils sont polywhite. Par contre, tous les hamsters qui sont polywhite plus une couleur qui n'est pas celle que j'ai citée, ont cette tache plus ou moins grande blanche sur le ventre. Donc ça, c'est un gène qui est relativement récent, on le travaille tout doucement chez les éleveurs, ça commence à se stabiliser mais c'est vraiment très lent. C'est vraiment récent comme gène. Ok, donc là on a fait le tour des marquages. Je n'ai pas mentionné les marquages qui ont disparu parce que ça ne sert à rien. Et on va passer au type de poil. Alors, qu'est-ce que vous connaissez vous en type de poil? Il y a évidemment le poil court, donc c'est le poil basique du hamster. Donc le poil est court, dense et uniforme. Ensuite, vous avez le poil long ou angora. Alors, l'angora a vraiment deux manières de se voir différentes. Quand vous avez l'angora sur une femelle, vous n'avez jamais de l'angora très long. Vous n'allez jamais avoir un poil qui va traîner par terre, qui va faire des longues touffes, etc. En général, c'est un poil qui est plus fluffy, plus molletonneux qu'un poil court, il est un peu plus long. Souvent vous pouvez avoir deux espèces d'antennes à l'arrière des oreilles et parfois deux petites mèches au niveau des fesses. C'est le maximum que vous avez au niveau longueur sur une femelle. Par contre au niveau des mâles, vous pouvez avoir des mâles qui ressemblent physiquement à une femelle, ça c'est très possible. Vous avez des mâles qui sont fluffy mais qui n'ont pas le poil très long. Vous avez des mâles qui ont le poil hyper long, vous avez des mâles qui ont les poils longs au niveau des fesses, pas du tout au niveau des épaules, vous avez des mâles qui ont les poils longs au niveau des épaules et pas du tout au niveau des fesses. Théoriquement, si on veut hamster angora pour le standard, c'est vraiment un hamster qui doit, en mâle je parle, qui doit avoir le poil long et de longueur égale. Donc ça veut dire que tous les poils du dos du hamster, la tête n'est jamais La tête est toujours un petit peu molletonneuse mais jamais très long. Mais par contre, à partir des oreilles jusqu'aux fesses, tout le poil doit être uniformément bien long si on veut suivre le standard. Alors il y a des hamsters qui l'ont, mais c'est assez rare. Sachant aussi que dans la vie du hamster avec les mus, vous allez voir qu'il y a des angoras qui ont le poil très long à un moment, puis très court à d'autres moments, etc. etc. Avec les mus, c'est normal, ça arrive toujours. Vous avez le poil court ou l'angora, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de mi-angora, il n'y a pas... Non, c'est poil court ou angora. Ensuite, vous avez le poil satin. Alors le poil satin, qu'est-ce que c'est? C'est un poil qui va briller, en fait le poil va être creux à l'intérieur. Ça veut dire que la lumière va pouvoir rentrer dedans. Au niveau de la couleur, ça va tendance à foncer un petit peu, mais ça va vraiment faire une couleur plus intense. Le poil va être vraiment brillant. Le satin se voit plus sur certaines couleurs que sur d'autres. Par exemple, sur toutes les couleurs rousses, ça va se voir très fort, alors que sur les couleurs noires ou blancs, ça se voit beaucoup moins. Sur le noir, parfois, c'est totalement invisible. Quand vous avez un hamster noir, où c'est déjà peu visible, et que son poil est déjà brillant parce qu'il est en bonne santé, c'est parfois très compliqué de voir s'il est satin ou pas. Alors généralement, le poil satin va être moins dense que le poil classique parce que comme il est creux, évidemment, le poil est plus fin. Et donc, c'est une façon aussi de reconnaître le satin. Si vous regardez au niveau du ventre, le ventre est beaucoup moins fourni en poils que chez un poil classique, donc que ce soit poil court ou angora. Encore une fois, le satin peut se mettre sur du poil court, sur de l'angora, sur tous les types de poils qui existent. C'est un autre gène auquel il faut faire attention parce qu'on ne peut pas non plus reproduire satin plus satin. Alors les bébés ne vont pas en mourir, par contre, en fait ça affecte le poil, ça affecte la peau, ça a tendance à affecter tout le calcium aussi. D'ailleurs les satins ont souvent les dents qui sont blanches parce que ça affecte le calcium. À la base, les hamsters ont des dents oranges, je le rappelle. Si vous croisez deux satins ensemble, le hamster ne va pas en mourir tout de suite. Par contre, ça risque généralement à 90% des cas de faire des gros problèmes de peau, des gros problèmes de poils. Souvent le hamster a tendance à être plus faible, à tomber malade plus facilement, etc. Vous avez visuellement, il est souvent pas beau, il est souvent à moitié nu avec des pellicules, etc. C'est encore un gène qu'il faut connaître, auquel il faut faire attention, il faut savoir le remarquer parce qu'encore une fois ça ne se voit pas nécessairement vite. Donc voilà, encore une fois, on ne s'improvise pas éleveur. Le gène satin peut se mettre sur toutes les couleurs, peut se mettre sur tous les types de poils. Il n'est pas forcément super visible, mais ça existe. Ensuite, vous avez le gène Rex. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'implantation du poil va se mettre à la verticale. Donc au lieu d'avoir une implantation, quand vous avez la tête du hamster qui est là, vous avez le hamster qui est comme ça, l'implantation du poil va vers l'arrière du hamster. C'est normal, c'est pour le protéger. Alors chez le Rex, par contre, l'implantation est totalement verticale. Alors qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'un hamster Rex à poil court, donc le Rex classique, vous allez avoir l'impression qu'il a moins de poils. Alors il n'a pas moins de poils en fait, simplement comme le poil est dressé, vous ne voyez plus, au lieu de voir la totalité du poil parce qu'il est comme ça, vous ne voyez plus le poil parce qu'il est comme ça. Et donc vous avez l'impression de voir beaucoup la peau, qu'il a moins de poils, etc. Ça va changer aussi au niveau des vibrisses, donc les moustaches.
au lieu d'être bien longues et bien droites, les vibrisses du Rex sont courtes et alors elles sont ondulées. Vous avez des Rex qui n'ont quasiment pas de vibrisses du tout, donc ça va raccourcir les vibrisses, ça va dresser le poil, on va avoir l'impression qu'il a moins de poils, et alors forcément ça va altérer la couleur parce que la couleur que vous voyez de base, donc vous savez que le poil, notamment chez les agoutis, a plusieurs couleurs différentes sur la longueur du poil. Et donc quand vous le voyez coucher, vous voyez vraiment la pointe du poil, et tout le reste est caché. Alors que quand il est dressé, forcément vous voyez un petit peu plus la couleur intérieure et un petit peu moins la couleur extérieure. Alors ce Rex, si vous le mettez sur de l'angora, vous avez ce qu'on appelle parfois le texel, ça dépend un petit peu des endroits. Du Rex Angora, c'est un poil qui est long et bouclé. Donc l'implantation va être droite, mais étant donné que le poil est long, il va quand même retomber malgré tout. Donc vous allez avoir cette impression d'angora, moins dense qu'un angora classique, ça c'est vraiment encore une fois toujours l'impression que ça donne. Le poil va boucler un peu plus, alors c'est pas des rastas non plus, soyons honnêtes, c'est juste un mouvement en fait dans le poil. Il y a certains angoras qui ont le poil assez long, qui a tendance à boucler aussi. La grosse différence, encore une fois, c'est que chez le Rex, donc vous avez les poils de la tête qui vont être Rex aussi, donc ça fait une grosse différence. Et en même temps, vous avez les vibrisses qui vont être courtes et ou bouclées. Et donc ça c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas chez du hamster angora classique, même s'il a le poil bouclé. Le Rex, vous ne le trouverez pas en animalerie, ça c'est sûr et certain. Par contre, chez les éleveurs, il commence à y en avoir pas mal. Donc voilà, si vous adoptez en élevage, les possibilités d'avoir du Rex sont quand même assez élevées. Alors, je vais mentionner les deux derniers gènes, sachant que c'est des gènes qui sont pas faciles à trouver, relativement récents, etc. etc. Donc on a le hamster nu. Alors le hamster nu existe depuis longtemps, n'a pas du tout été travaillé, il commence seulement à être travaillé maintenant. Quand j'avais commencé à me renseigner sur les nus, c'était il y a 5-7 ans, quelque chose comme ça. L'espérance de vie ne dépassait pas les 6 mois. Actuellement, on a des nus qui vivent beaucoup plus vieux, le gène est travaillé, il est brassé avec d'autres gènes plus résistants, donc ça commence à aller, mais c'est pas encore un gène parfaitement stable. Mais voilà, sachez que ça existe. La dernière mutation, c'est le Cheshire. Alors Cheshire, c'est une mutation qui a été découverte par Brookside aux États-Unis. Pour le moment, on n'en a pas vu ailleurs, donc pour le moment, il y en a que ce qu'eux ont travaillé et là où ils en ont placé. Donc par chez nous, c'est ce que je disais, c'est inutile d'en chercher. Alors le Cheshire, c'est un peu l'équivalent du double Rex chez le rat pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un gène à part, ça n'a rien à voir avec le gène Rex, ça n'a rien à voir avec le gène nu. Le poil est beaucoup moins dense en fait que chez un hamster classique. Chez le poil court, je trouve que c'est un peu l'aspect Rex, mais pas tout à fait. Chez le poil long, on a un peu l'impression qu'il manque des poils, c'est vraiment cette impression-là. Alors moi je trouve pas ça joli, mais c'est vraiment une question de préférence. C'est un gène qui est sain, la personne le travaille. C'était à mentionner, chez nous vous n'en trouverez pas de toute façon, mais vous pouvez aller vous renseigner, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. On a fini pour le hamster syrien. C'était un gros chapitre, j'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre. Si vous avez vraiment une question spécifique de quelle mutation, de quelle variété est mon hamster, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'irai jeter un œil. On se retrouvera pour la prochaine, ce sera pour le hamster de Roborowski. J'espère pouvoir vous la sortir la semaine prochaine, je ne suis pas certaine vu mon emploi du temps, on verra tout ça. De toute façon, on se retrouve très vite pour une vidéo intermédiaire. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo si elle vous a intéressé. On se retrouve vite, ciao ciao!